Conte des mille et un matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Équilivre, livre audio. Solennité et célébration. Jour de l'an, le matin, 1er janvier 1914. Madame, c'est un paquet. L'ami chez qui je bois du thé pose sa tasse, bat des mains, se lève d'un saut. Quelle chance, encore un paquet. Elle coupe les ficelles, se sert d'un coupe-papier en guise de ciseaux à froid pour éventrer sa caissette mince, dénoue des rubans, carde des frisons d'emballage et découvre enfin un vase irisé. Voilà, dit-elle froidement, c'est un vase. Un très joli vase. Très joli. Maria, mettez-moi ça sur la console. Non, dans ma chambre. Enfin quelque part, où vous voudrez. Elle se rassied, reprend sa tasse, et nous causons. Mais elle ne m'écoute guère, parce qu'elle tend l'oreille au coup de sonnette. Entre Noël et le jour de l'an, elle attend tout le temps, l'autre paquet, celui qui n'est pas encore arrivé, au devant duquel elle s'élance chaque fois, et qui est chaque fois le plus beau, le plus fermé, le plus habillé de ficelles, d'écrins, de cartons triples. Il me paraît que la joie des femmes vers le 1er janvier ressemble moins à celle de l'enfant gâté qu'à l'espoir inquiet du prospecteur. Devant le bijou scellé, le bonbon ou le bibelot mystérieux, elle palpite, mais surtout à cause de l'obstacle. Quelle surprise pourrait les étonner? Quel don dépasserait leur attente? Une orgueilleuse et misérable petite fille de Paris vit un jour se fermer autour de son cou charmant, sous le lapin pelé qui lui servait de renard, un rang de perles fines, et sut répondre aux camarades jalouses qui chuchotaient. Elle n'en revient pas. C'est vrai de ne pas l'avoir eue plus tôt. Une telle réplique prouve moins la cupidité qu'une familiarité bohème avec la richesse, avec toutes les puissances du monde. Et je vois très bien la même petite pauvresse jetant son collier dans la Seine, rien que pour épater le donateur. Demain, quand le dernier livreur, en dolman bleu, aura reçu son dernier pourboire, mon ami commencera de choisir parmi ses présents. Ce sera une élection assez secrète, où le snobisme lui-même n'aura point de part, et peut-être qu'elle va choyer justement, au mépris d'une coupe de jade précieux, cette simple bulle de verre, où l'arc-en-ciel tourne en rond comme un poisson irisé. Si je la questionne, elle ne me dira pas pourquoi. Peut-être ne voudra-t-elle pas, peut-être ne saura-t-elle pas. Elle rira, d'un air un peu bébête, en s'excusant vaguement. Je ne sais pas, moi. J'aime bien ça. Ça me rappelle des choses, de dans le temps, quand j'étais petite. Je n'insisterai pas, je rirai d'un air au moins aussi sot, en songeant à la force vivace de telles traditions, de tels souvenirs enfantins. Je me souviendrai d'un âge où la sensation subtile de manque de mots s'effare de son acuité, se cache. Je n'oublierai pas que j'ai désolé mes parents en demandant pour mes étrennes, vers 8 ans, un vieux petit volume intitulé Les 12 Césars, un flacon de vif argent et une couverture de voyage roulée dans une courroie. Pouvais-je faire apercevoir à de simples grandes personnes que les 12 Césars étaient non un livre ennuyeux, mais une cassolette dont les pages piquées fleuraient le vieux papier, un peu la pomme, un peu le thuya de l'armoire vitrée. La coulée de mercure, froide et vivante, au creux de la main, comme un petit serpent, c'était pour le toucher, pour la vue, quand je l'écrasais au bout du doigt, en 1000 étincelles grises. Et la couverture de voyage, si on me l'avait donnée, n'eût jamais quitté sa courroie, parce que c'est dans sa double ceinture de cuir qu'elle signifiait pour une enfant qui ne connaissait que son village, voyage, aventure, péril, et tous les pays qui sont de l'autre côté de la terre. Je ne voudrais certes pas que mon ami apprît que j'ai cédé à l'envie d'acheter hier, en l'honneur de ces choses de dans le temps, et parce que c'était la veille du 1er janvier, une livre de fondant de basse qualité à la pistache et une demi-douzaine de billes,
ces cailleux, en verre, énormes, dont la pâte commune emprisonne une espèce de berlingot vert et rose, avec lesquels je n'ose plus jouer. Le 14 juillet. Le matin, 16 juillet 1914. Un épervier tout en or dans le ciel plane largement appuyé sur le vent. Il n'y a pas dans le paysage d'autre créature animée que lui. Un peu plus mobile qu'un astre, un peu moins rapide que le nuage. La journée s'avance, et voici l'heure où la mer va rendre au ciel tout le bleu opulent qu'elle détenait, et devenir sous le soleil qui penche, d'argent neuf, puis rose. Cela qui claque au vent sur le rostre d'un rocher, est-ce encore un drapeau? Non, un baudrier de Neptune seulement. Je respire. C'est que j'ai vu aujourd'hui tant d'oriflammes, tant de banderoles, tant de robes blanches froissées et maculées de sueur, tant de guinguettes en feuillage flétri, tant de blouses saoules et de tabliers titubants. Chaque village est une buvette, en plein vent, hostile aux touristes et à la corne qui l'annonce. À côté de la buvette, un tir, à côté du tir, un manège de cochons ou de lapins. Au kilomètre suivant, ça recommence, parmi l'odeur aigre et fraîche du cidre renversé sur le sable, la fumée des pétards et la grasse senteur de beurre fort, d'étable et de toile neuve, qui se dégage d'une foule exclusivement rurale. Il semble qu'en ce jour tout plaisir, car il n'est guère de buisson qui n'abrite un couple, soit permis, sauf celui d'être seul. La moindre anse porte en papier taché, en coquille d'œuf, les traces des pique-niques. Un pré sec et sableux du bord de la mer se fleurit soudain de frivoles coiffes cancalaises. Et jusque dans le fond de ce golfe, jusqu'au faîte de ces rochers, j'écrains le battement d'une aile tricolore, le nasillement des orgues mécaniques. Mais non, cette fois nous sommes hors d'atteinte. La marée descendante aspire à chaque reflux un sable vierge d'empreintes et vide lentement les retraites du crabe et du homard bleu. L'épervier d'or ne décline pas encore, et la jumelle marine me rend distinct, tentant et inaccessible, ses peines rebroussées, son bec poli et son bel œil brûlant qui ne regarde pas la terre.